Alors, messieurs, dames, on se retrouve pour retourner à la matrice, pour oublier l'autre matrice. Alors, on va continuer, hein, vu que on est sur Linux. Quoi, se priver du pingouin, on va en apprendre un peu plus, et là, on va voir ce qu'on appelle les escalades de privilèges les plus communes. Il y a très souvent des défauts de configuration où il faudra administrer la machine. Votre Linux, votre Kali, par exemple, peut être mal configuré. Donc, tout ce qu'on va apprendre là en attaque, n'oubliez pas que vous pouvez le faire en défense pour sécuriser votre système. Si vous trouvez des failles qu'on va exploiter aujourd'hui sur votre système d'exploitation, pensez à les corriger. Allez sur les forums, posez des questions, faites votre travail personnel. Utilisez votre cerveau. Donc aujourd'hui, on va explorer toutes ces escalades de privilèges qui parfois existent à cause d'une faille, et parfois existe à cause d'un problème, ce qu'on appelle de misconfiguration en anglais, donc de mauvaise configuration du système d'information, du système d'exploitation. Alors, on va traduire ça, puis on va rentrer dans le vif du sujet, s'il veut bien. Alors, bonjour et bienvenue. Cette salle explorera les vulnérabilités et techniques courantes d'escalade de privilèges Linux. Pour ce faire, nous devrons d'abord faire quelque chose. Il faut avoir les connaissances de base Linux et la façon de naviguer dans le système de fichiers Linux. Bon, ça devrait aller. Je vous refais parce que j'ai pas envie de vous perdre et il faut que je termine. Je vais vous montrer. Voilà, je m'étais rendu compte que apprendre Linux, je crois que je vous ai fait des vidéos, mais je me perds. Je poste tellement de vidéos que moi-même je me perds. Mais bon, pour les gros débutants, aucune connaissance de Linux et je peux comprendre que tout ce que je vous montre c'est un peu du chinois, surtout quand on débute. Je vous rappelle que moi j'ai des années, des années et des années, voire des dizaines d'années cumulées sur Windows Linux, donc pour moi ça me paraît un peu facile. Je comprends que quelqu'un qui débute, il soit, comment dire, un peu débité sous la quantité astronomique d'informations qu'il faut retenir. Et je sais, malheureusement, l'informatique c'est pas simple et plus on creuse, plus on apprend, plus on se rend compte que on a des lacunes. Moi-même, plus j'en apprends, plus je me rends compte. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Eh ben, c'est exactement ça. Plus vous allez creuser un sujet, et c'est pas propre à l'informatique, c'est dès que vous rentrez dans une matière qui est dure, compliquée, et que vous apprenez la technicité, vous apprenez toute la théorie, il faut arriver à conjuguer les deux, et plus on creuse, plus on va avec Alice, au fond, du terrier avec le lapin blanc, et ça va devenir de plus en plus dur. Mais en même temps, voyez-le comme un challenge intellectuel sur vous. Et je répète toujours, je suis autodidacte, vous pouvez l'être. J'ai réussi à travailler en informatique sans aucun diplôme, juste parce que j'étais bon. Mais j'ai commencé très tôt. Donc faites-le. Et après, je vous conseille quand même de faire des études d'ingénierie, ça pourrait grandement vous aider. Parce que c'est pas facile, et je sais de quoi je parle, d'apprendre tout seul. Mais encore aujourd'hui, on est en 2020, on est bloqué chez nous, et on a heureusement Internet, qui peut nous apprendre plein de choses. Mais n'oubliez pas que euh, le travail, il sera personnel aussi, il faudra bosser. Je m'arrête là, j'arrête de vous sermonner, de faire mon daron, de faire mon professeur. Donc voilà, ce module, vous voyez, je l'ai complété à combien? 75%, quelque chose comme ça. Donc je reviendrai en arrière pour revoir les bases, pour les personnes qui souhaiteraient revoir les bases. Et en effet, ça va nous apprendre toutes les bases. Je vais juste regarder un truc parce que j'ai fait un cours Linux il n'y a pas longtemps. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que je vous ai fait là-dedans. Et on va commencer le cours. Excusez-moi, je diverge un peu. On a vu les fondamentaux. Les fondamentaux, en trois parties, mais on n'a pas vu les bases. D'accord. Bah écoutez, je vous referai les bases. Promis juré. Craché. J'ai envie de terminer ce module, et enfin ces modules. Il y en a encore, je pense, pour allez. Si je traîne 10 heures de cours, si je vais assez vite, il y a peut-être moyen de faire ça en 4-5 heures. Voilà. Mais ça va être du costaud, hein. Là, on rentre. Donc là, juste pour vous rafraîchir la mémoire, on a fait ça ces derniers jours. Aujourd'hui, on va voir donc le Common Linux Prevesc. Et après, vous voyez, ça passe en jaune. Là, on passe niveau moyen. Avant, c'était facile, hein. Donc voilà, prenez le temps. N'essayez pas de suivre toutes mes vidéos à chaque fois que j'en poste, parce que j'en poste tous les jours. Vous avez vu que je suis un grand malade.
Mais si vous ne comprenez pas, ça sert à rien d'avancer. Pourquoi? Parce que vous allez rester bloqué. Focalisez-vous sur un sujet, apprenez toutes les techniques qu'on aura vues ensemble, allez sur les forums, posez des questions, essayez d'attaquer des machines, des VM gratuites, sans avoir, vous n'êtes pas obligé de payer, allez sur rootme.org, allez sur TryHackMe, allez sur Hack the Box, et faites des exercices gratuits pour apprendre la méthodologie, les techniques que j'essaye de vous enseigner. Et une fois que vous êtes à l'aise, passez à mon prochain cours. Mais n'essayez pas d'aller vite. Vite, c'est mal. Lent, c'est bien. Ok? Retenez toujours ça. Vite, c'est mal. Lent, c'est bien. C'est important. C'est une philosophie. Ça sert à rien d'aller vite. Honnêtement, prenez votre temps. Vous avez toute votre vie. Donnez-vous les moyens et il vaut mieux comprendre tous les concepts que passer d'un concept à l'autre, ne pas les comprendre, devoir revenir en arrière, vous allez perdre du temps, ça va devenir brouillon dans votre tête. Et comme je vous ai dit, hein, si vous voulez vraiment apprendre, il faut de la méthodologie, il faut de la rigueur et il faut de la patience. Patience est mère vertu. Donc c'est parti, on y retourne. Après ce petit speech. Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, on va voir, comme je vous disais, toutes les failles. Allez, les plus connues, puisque ça s'appelle Common Linux Privilege. Donc on va voir ce qu'on peut faire, et déjà on va comprendre, essayer de comprendre du moins, qu'est-ce une escalade de privilèges. Oui, qu'est-ce qu'une escalade de privilèges, pardon. Donc une élévation de privilèges, mais c'est faux, on parle d'escalade de privilèges, implique généralement de passer d'une autorisation inférieure, exemple un compte local, à une autorisation supérieure, exemple un compte admin, root. Donc on parle de quoi? De pivotage, de pivotement vertical. Pourquoi vertical? Parce que vous êtes en bas et vous montez tout en haut. Et le dieu dans la machine, comme je dis toujours, c'est mon expression consacrée, bah c'est l'admin. C'est le ghost in the shell, dans la machine. Plus techniquement, bah, c'est l'exploitation d'une vulnérabilité, d'un défaut de conception ou d'une erreur de configuration dans un système d'exploitation. Ça peut être aussi une application. Pour obtenir quoi? Bah, un accès non autorisé à des ressources qui sont généralement restreintes aux utilisateurs. Qu'est-ce que font les hackers? Ils accèdent à des systèmes d'exploitation d'informations, des applications avec un accès non autorisé à des ressources qui sont généralement restreintes aux utilisateurs. Pourquoi c'est important? Vraiment, lorsque vous ferez un CTF, un vrai test d'intrusion, même dans la vie réelle, j'ai envie de dire, et real life, si vous voulez bosser dans la cybersec en red teaming, donc dans les équipes rouges qui attaquent, les bleus défendent, je rappelle, vous pourrez prendre votre pied. Un accès initial, là je pense que c'est mal traduit. Mais oui, tu prends ton pied aussi. Plus tu connais, plus tu prends ton pied. Non, il parle de foothold. Foothold, alors, il y a deux termes qu'il faut bien que vous reteniez, et c'est vrai qu'on a pas de traduction malheureusement en français. Alors il y a le foothold, en fait c'est l'accès initial, c'est la phase de reconnaissance en fait, où on va défricher, pardon, ouais, excusez-moi, rien à voir, défricher en fait notre zone, notre périmètre, ce qu'on appelle le scope. Il va falloir définir le scope. Donc le périmètre qu'on va attaquer et mapper, reconnaître, faire de la reconnaissance de l'énumération, de quoi? De notre surface d'attaque. Ça c'est le foothold, ok? À ne pas confondre avec le fingerprint. Le fingerprint, donc c'est une empreinte digitale, et l'empreinte digitale, à l'inverse, c'est essayer d'avoir l'image la plus précise d'un système d'information, d'un système d'exploitation, d'un serveur, d'une application, pour récupérer un maximum d'informations qui vont nous permettre de trouver des IV, comment on appelle ça? Des vecteurs d'identification, donc des vecteurs d'attaque. En effet, je vous ai dit, Shunzu connaît ton ennemi. Plus vous connaîtrez la structure, l'architecture d'un système ou d'une cible, ça marche avec les êtres humains comme ça marche avec les ordinateurs, plus vous trouverez des failles dans le système, vous trouverez des failles dans la cible. Vous saurez ce qu'elle aime, vous saurez comment la manipuler. Ça, c'est les services de renseignement. Les hackers, eh ben, c'est pareil. Vous pouvez manipuler une source ou une personne tierce pour accéder à un système d'information via l'ingénierie sociale. Vous pouvez également connaître par cœur un système, son architecture, et acquérir même des compétences dessus, ou peut-être utiliser les compétences que vous avez eues en entreprise pour faire et défaire, hacker le système, l'améliorer, le casser, le détruire, à vous de voir ce que vous voulez faire dans la vie. Mais le savoir, c'est pouvoir, je vous dis tout le temps. Donc, il faut
avoir ces deux distinguos, hein. Le foothold, c'est plutôt dans la phase de reco, d'énumération, et le fingerprinting, ça va être au milieu de l'attaque. On n'a pas encore attaqué le système à proprement dit d'information, la cible ou l'ordinateur, enfin peu importe, mais on a déjà fait une bonne phase de reconnaissance qui nous a permis de défricher, comme je vous disais, la surface d'attaque, d'énumérer un peu toutes les failles qui pouvaient être présentes, et en fonction ensuite de ces failles qu'on trouve, et de l'architecture de la machine, de la cible, du serveur, ce que vous voulez, eh ben, on va pouvoir réfléchir à notre plan d'action. Et le plan d'action, ça va être quoi? Il va falloir trouver des vecteurs. Vecteurs d'attaque. On parle de vecteurs. Exactement. On utilise des termes militaires, hein. Je vous ai dit, quand vous faites du hacking, maintenant, la limite entre le secteur militaire et le secteur civil, il est très flou. Donc, on utilise ce jargon-là, là. Tout ce que je vous apprends, il va falloir l'apprendre. On parle de vecteurs, soit des vecteurs d'initialisation qui vont nous permettre parfois de casser du chiffrement, d'initialiser une attaque et trouver en fait une faille. Et on parle de vecteurs d'attaque parce que on va avoir plusieurs vecteurs d'attaque parfois, et plus la surface d'attaque est grande sur une machine, plus on aura de multiples vecteurs d'attaque. Certains aboutiront, d'autres nous mèneront vers une impasse. Et là, c'est un vrai travail de reconnaissance, d'investigation, d'enquête, de- aussi de deviner. On va guesser, on va faire du guessing, on va essayer de deviner un peu. Je vous dis encore, mettez-vous dans la tête d'un administrateur système qui veut protéger son système d'information. Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Et nous, en tant que hackers, comment on va pouvoir contourner ces systèmes de protection? C'est pour ça que vous devez connaître à la fois les systèmes de défense, pour connaître comment protéger les systèmes. Et vous, donc ça c'est le blue teaming. Et vous devez aussi connaître le red teaming, l'attaque, l'offensive. Parce que si vous voulez défendre un système, il faut savoir comment les méchants fonctionnent. Ok? Et si vous voulez être un vrai méchant, un grey hat, un black hat, eh ben, il faut connaître comment les gentils fonctionnent et défendre pardon, leur système d'information. Donc tout ça, c'est ce que j'appelle le mindset. Enfin, il n'y a pas que moi, c'est l'expression, le mindset, c'est la mentalité du hacker. Ok? Faut que vous soyez curieux et que vous n'hésitiez pas. La phase de reconnaissance d'énumération, c'est la plus longue. Ça peut prendre plusieurs mois sur certaines cibles. Mais si vous bâclez cette étape, eh ben, c'est un peu comme en OSINT, vous allez omettre certaines informations, ça va vous empêcher de pivoter sur d'autres choses qui auraient pu vous apporter des ressources inestimables pour pouvoir attaquer le système d'information ou pouvoir avancer dans votre enquête, si c'est de l'OSINT. Je m'arrête là. Donc, l'escalade de privilèges est cruciale. Elle vous permet d'obtenir des niveaux d'accès d'administrateur système. Cela vous permet de faire de nombreuses choses. Réinitialiser les mots de passe, contourner les contrôles d'accès, compromettre les données protégées, modifier les configurations logicielles, activer donc ce qu'on va appeler la persistance. Là, ce qu'on parle de post-exploitation, c'est parmi les dernières étapes. Vous inquiétez pas, je vous ferai un cours sur les différentes étapes d'une attaque, d'une cyberattaque. Activer la persistance pour avoir accédé à nouveau à la machine ultérieurement, post-exploitation donc, modifier les privilèges des utilisateurs, vous pouvez même effacer leur compte, comme ça ils l'auront dans l'os, c'est le cas de le dire, et je suis poli, obtenez le drapeau de Racine. Bah ça, il voulait dire récupérer le, le capture de flag, grosso modo, puisqu'on fait des exercices capture de flag. Le but, c'est quoi? Pénétrer dans la citadelle, dans la Bastille. C'est quoi? Eh ben, c'est notre système d'exploitation. Contourner les murailles jusqu'à arriver au donjon et récupérer le drapeau et l'exfiltrer. S'échapper de la base sans se faire tuer par l'ennemi. Ou détecter, c'est encore mieux. Soyez un ninja. Donc, ça, c'est les bases. Ok? Avec un peu d'humour parce que ouais, c'est un peu technique. Je vais essayer de vous détendre et on va quand même aborder des concepts qui sont complexes. Donc, je vous ai dit, dissocier toujours, toujours, toujours. Et il va falloir que ça soit très clair dans vos têtes, ce qu'on appelle le pivotement horizontal et le pivotement vertical. Ça, c'est ce qu'on appelle l'horizontal privesque, ok? J'accède, j'arrive à séduire Jocelyne. Jocelyne est secrétaire dans une banque. Elle va tous les soirs, parce qu'elle est seule, elle n'a pas d'enfant, dans un bar, pas très loin de chez elle. Je vais
la repérer, faire de la reconnaissance sur sa personne, et je vois que Jocelyne a l'air très seule. Elle est entre deux âges, elle n'a pas encore d'enfant, et donc ça, c'est une proie facile. Je vais aller dans le bar, je vais la séduire, je vais peut-être coucher avec, et je vais peut-être récupérer l'accès à ses mots de passe, parce que sur l'oreiller, elle va me donner plein d'informations. Quand j'aurai le compte de Jocelyne, et je me serai bien occupé d'elle, je vais pouvoir rebondir à partir, là j'ai trouvé mon point d'entrée dans le système. J'ai manipulé une source, j'ai accédé à ses comptes, elle me l'a donné parce qu'elle m'aime beaucoup, Jocelyne, elle est un peu seule, et un beau garçon, bah forcément ça a fait craquer madame. Donc j'ai récupéré son mot de passe. Je rebondis, je fais de l'horizontal privesque. J'ai mon point d'entrée sur le réseau. Ok, je peux accéder via un VPN, elle m'a même donné ses accès VPN. Je peux me connecter parce que Jocelyne, tard le soir, des fois, bah, il faut qu'elle fasse des opérations en base de données ou qu'elle donne les derniers comptes rendus à son taf. Et là, grâce à cet accès initial, Gain Access, je vais rebondir et je vais aller voir tous les collègues de Jocelyne dans le secrétariat. Je vais rebondir d'un ordinateur à un ordinateur. Et ça se trouve, eh ben, à un moment, je vais tomber sur l'ordinateur de Josette. Alors, elles sont tous sur le même réseau, le même VLAN, même le sous-segment réseau. Donc, je vais me balader d'ordinateur en ordinateur. Et comme bah, ils sont tous secrétaires au secrétariat, eh ben, généralement, les ordinateurs, ils sont en réseau, donc ils communiquent. Donc, on va communiquer, on va se balader, on va exploiter, on va énumérer, on va faire de la reconnaissance sur toutes les machines. Et là, je vais lancer mes scripts d'automatisation, je vais trouver une faille. J'ai trouvé une faille. Josette, c'est une grande copine à Jocelyne. Et Josette, elle a un accès. Et en fait, l'administrateur passe par son PC parce qu'il a certaines fonctions que les autres n'ont pas. Donc, à partir d'une escalade de privilège horizontal, donc là, c'est 3 machines, hein, mais ça peut être 100 machines jusqu'à trouver la bonne machine qui va nous permettre de faire notre escalade de privilèges. Je chope l'administrateur. Là, je suis dans la forêt. Ok. Après, à partir du compte de l'administrateur, je vais rebondir de machine en machine, monter encore plus haut dans la pyramide et récupérer quoi? Le compte d'administrateur du contrôleur de domaine. Une fois que je suis tout en haut, je contrôle tous les PC. Ils sont à moi. Ok? Ça, c'est la philosophie. Donc, escalade horizontale des privilèges. C'est là que vous étendez votre portée sur le système compromis, en prenant le contrôle d'un utilisateur différent, qui a le même niveau de privilège que vous. Josette, Jocelyne, Micheline. Par exemple, un utilisateur normal détournant un autre utilisateur normal plutôt que de devenir un super user, un SU, un super utilisateur en français, cela vous permet d'hériter tous les fichiers d'accéder à cet utilisateur. Cela peut être utilisé par exemple pour accéder à un autre utilisateur de privilège normal, qui a un fichier SUID comme on a vu, qui est attaché à son répertoire personnel, plus d'informations sur ces derniers plus tard, qui peut ensuite être utilisé pour obtenir un accès super utilisateur. Donc là, c'est pas voyage de côté sur l'arbre, ça s'appelle pivotement latéral en bon français. Ok? Et donc ensuite, on a notre pivotement vertical. C'est là que vous essayez d'obtenir en fait des privilèges ou un accès plus élevé, avec un compte existant que vous avez déjà compromis. Pour les attaques d'escalade de privilèges locales, cela peut signifier que, par exemple, le détournement d'un compte avec des privilèges administrateurs ou des privilèges route. Donc là, on va se balader. Voyez-le comme un arbre. Pivotement latéral. On va se balader parmi les racines. Je vous ai dit l'arbre, la forêt. Les racines. Donc ça, ce sera route, mais pas route dans le sens où on l'entend route admin. Route, ça veut dire les racines aussi. On sera en bas. Et nous, on va essayer de monter. Après, on essaiera de grimper dans la canopée, en haut de l'arbre, vers le feuillage. Et si c'est une forêt, on essaiera de grimper dans tous les arbres, remonter toutes les forêts jusqu'au contrôleur de domaine en entreprise pour l'attaquer puisque c'est une composante critique. Et c'est ce que les hackers visent, tout simplement. Donc on continue. Je vais vous montrer un petit script qui s'appelle linenum. Bon, et en fait, c'est un simple script bash qui exécute des commandes courantes qui sont liées à l'augmentation des privilèges, ce qui permet de gagner du temps et de faire plus et faire moins d'efforts, j'ai envie de dire, pour obtenir le root. Il est important de comprendre quelle commande Linux exécute afin que vous puissiez énumérer manuellement les vulnérabilités privesques dans une situation où vous ne pouvez pas utiliser linenum et d'autres scripts similaires. Dans cette salle, nous expliquerons linenum et quelles commandes peuvent être utilisées pour répliquer son fonctionnement.
Donc toujours, vous n'avez pas l'expérience, vous vous servez de script des autres, vous êtes un script TD, c'est le premier niveau en hacking, vous êtes un débutant, un néophyte, et après, il va falloir vraiment comprendre, un, la programmation, et deux, le fonctionnement, qu'est-ce que font les scripts. Et avec l'expérience, vous n'aurez plus besoin de ces scripts, et il faudra apprendre de toute façon à se passer de ces scripts, mais l'automatisation, vous savez que ça fait gagner un temps fou. Et au début, quand on n'a pas toutes les bases, tout le monde utilise des scripts de meilleurs hackers, de meilleurs ingénieurs, de meilleurs développeurs, de meilleurs gars qui bossent en cybersécurité. Par contre, après, il faudra avoir toutes les compétences pour faire de l'ingénierie inverse, analyser le code source et comprendre déjà toutes les commandes qui sont passées par le script. Donc, si vous l'avez pas, vous pouvez le récupérer à ce lien, toujours sur GitHub, et il y a le réflexe d'aller sur aucune autre plateforme, vous avez tout sur GitHub. À la limite, vous pouvez, je vous donnerai d'autres sites, mais allez, 99% du code source, c'est sur GitHub. Le repo, on va pas se prendre la tête et puis on va le faire ensemble. Donc là, vous avez le code source, vous voyez. Donc, honnêtement, le bash scripting, c'est le premier langage à apprendre. C'est peut-être le plus simple, puisque vous allez conjuguer des commandes que vous utilisez tous les jours dans votre terminal. Et le seul truc un peu rebutant au début, c'est il va falloir apprendre le principe de boucle. Mais après, les boucles, les loops, les itérations, boucles itératives et j'en passe les meilleurs, vous verrez ça dans tous les langages de programmation. Et comprendre le principe de variable, une variable en fait, ça permet de donner un nom à la variable, de la nommer, et après, dans cette variable, je vais pouvoir stocker en fait des données. Ça peut être des chiffres, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être un tableau avec des colonnes et des lignes, comme dans une base de données, ça peut être de multiples choses. Mais une fois qu'on a compris ces concepts dans la programmation orientée objet, eh ben, vous allez voir que ça va aller tout seul. Donc on peut le télécharger, ce qu'on a fait, c'est un outil inestimable, et il y a deux façons d'obtenir Linum sur la machine cible. La première est d'aller dans le répertoire que vous avez fait et faire une copie locale de Linum et démarrer un serveur Python avec Python 3, ça je vous l'ai déjà montré, ou on peut utiliser vget et votre adresse IP locale pour récupérer le fichier. Vget c'est bien aussi, hein. Par contre, je savais pas qu'on pouvait taper directement sur la machine. Ouais, si on est sur le même réseau. À voir. Autre méthode, si vous ne parvenez pas à transporter le fichier, vous pouvez également, si vous disposez des autorisations suffisantes, copier le code brut de votre machine locale et le coller à nouveau dans un fichier sur la cible en utilisant VI ou Nano. En effet, ça permet de comprendre parfois si vous avez Nano ou Vim ou VI qui est installé sur la machine qu'on attaque. Ensuite, oui, on se rend dans le fichier exécutable, voilà, on fait un chmod x pour l'exécuter, plus le nom de notre fichier, et maintenant on peut faire un bash, le nom du fichier, pour l'exécuter sur notre cible. Ça, ok. Donc, Linum peut être exécuté de la même manière que vous exécuterez n'importe quel script bash. Allez dans le répertoire où se trouve Linum, exécutez-le avec point plus le nom du script .sh. Parfois, il faudra faire la commande bash. Ne me demandez pas pourquoi. Bash plus le nom du script. Ok. Et là, on va voir d'ailleurs s cd linum ls. Alors, je peux l'exécuter comme ça en théorie. Pas de problème, il se lance. Et je peux l'exécuter comme ça en théorie. Bash. Voilà. Les deux fonctionnent. Ok. Puisque bash, c'est quoi? SH, c'est l'abréviation de bash. Les deux dernières lettres. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Donc maintenant, on va comprendre la sortie. Donc qu'est-ce que l'out? Quelles sont les informations que va nous donner le script une fois qu'il a été exécuté? Il y a différentes sections et on va avoir un peu les différentes informations sur le noyau. Donc les informations sur le noyau, pour rappel, c'est la composante critique dans un système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le kernel. Le kernel, vous avez des kernels Windows, vous avez des kernels Linux. Le noyau, s'il y a un exploit dans le noyau, là c'est open bar. Grosso modo, vous allez pouvoir faire une attaque et accéder directement au bas niveau. Donc je répète, pour que ça soit clair, vous utilisez tous les jours deux paysages. C'est ce qu'on appelle un landscape.
On a le userland, donc le monde en gros de l'utilisateur. Là, je suis dans mon userland. Je peux taper des commandes, je peux faire des trucs, je peux à la limite faire une petite élévation de privilèges pour accéder à des ressources un peu plus bas niveau, mais en théorie, il y a de la mémoire protégée, il y a de la mémoire paginée, et je ne peux pas accéder au noyau directement de Linux. Et c'est normal, c'est à des fins de sécurité. Donc ça, c'est mon userland, c'est le paysage utilisateur. Par opposition, on a le kernel land. Et ça, c'est du très bas niveau. Donc si je dois faire un peu une métaphore, le userland, on est en haut niveau d'abstraction. Et ensuite, je passe dans le kernel land. Et là, on est en bas niveau d'abstraction. Que ça soit au niveau logiciel ou hardware. En bas niveau, le kernel va communiquer directement avec la machine en binaire. Il va faire des appels aux drivers. Les drivers sont au milieu en fait, hein, et c'est la couche qui entre le haut niveau d'abstraction, tout ce qui est logiciel, software, applicatif, et le bas niveau. Bas niveau, c'est carrément votre hardware, c'est votre carte graphique, c'est votre CPU, c'est votre Northbridge, votre Southbridge, c'est tous ces composants qui permettent de faire fonctionner le PC. Et là, bah, les appels sont faits directement en mémoire, en très bas niveau, en assembleur parfois, euh, ou à la machine. En tout cas, c'est du binaire. Là, c'est des 0 et des 1. Là, c'est des hauts niveaux d'abstraction. C'est du langage intelligible par l'humain et c'est du langage de programmation, par exemple orienté objet, qui est aussi intelligible par un humain. Là, par contre, là, ça sera des 0 et des 1. Ça va être très très dur pour vous. Et entre, eh ben, ça va être de l'hexadécimal. Donc vous voyez qu'on passe d'une couche à l'autre et c'est deux mondes totalement différents. Je synthétise, je schématise au maximum. C'est beaucoup plus compliqué que ça et vous devez vous en douter. Mais donc, si on arrive à trouver une faille dans le kernel, ça veut dire on commence à attaquer là le kernel land. Le kernel et c'est très 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 critique. Donc ouais, donc ce sont les fichiers que tout utilisateur authentifié peut lire et écrire. En regardant les autorisations de ces fichiers sensibles, nous pouvons voir s'il y a une mauvaise configuration qui permettrait aux utilisateurs, euh, qui en théorie n'ont pas le droit de le faire, de pouvoir écrire dans des fichiers sensibles du système d'exploitation. Ensuite, on a les fameux SUID files ou SUID bits. Donc les sorties de fichiers SUID est affiché ici. Ouais, elle est super affichée ici. Ah, mais t'as le gars qui a rédigé ça, je sais pas ce qu'il a fait. Ah, mais il m'a fait sauter des informations pendant la traduction, quoi. Non. Bon bah, est affiché ici. C'est un lien que tu peux pas cliquer. Il y a quelques éléments intéressants que nous examinerons certainement pour augmenter nos privilèges. Donc le SUID, c'est définir l'ID utilisateur du propriétaire lors de l'exécution. C'est un type spécial d'autorisation, comme on a vu, de fichiers accordés, d'autorisation de fichiers accordés à un fichier, pardon. Il permet au fichier de s'exécuter, pardon, avec les autorisations du propriétaire. Donc si le propriétaire est root, vous pouvez abuser des droits root. Donc, en effet, pardon, ça nous permet d'escalader nos privilèges. Ensuite, on a le contenu des cron tabs. Les cron tabs, cron table, en entier, ce sont les travaux planifiés cron. Grosso modo, c'est quoi? Bah, c'est exactement comme sous Windows, en fait. Il y a des tâches planifiées. Vous pouvez aller dans le planificateur de tâches sous Windows et vous créez des tâches planifiées qui vont s'exécuter tous les jours, à une certaine heure, tous les mois, tous les ans, comme vous voulez, et ça va permettre de scripter certaines fonctions d'automatiser pour les administrateurs système. Et ben, le cron table, c'est le pendant Linux, ok? Ça marche exactement pareil. Sauf qu'on fait tout en ligne de commande, on n'a pas un beau tableau avec la souris pour cliquer. C'est Linux, c'est un truc d'homme, hein, de vrai. C'est pas comme Windows. Donc, les commandes cruntable, plus sérieusement, qui créent un fichier cruntable, contiennent des commandes et des instructions à exécuter par le démon. Mais le démon, c'est le daemon.
D-A-E-M-O-N. C'est pas le daemon, hein. Attention. On ne fait pas dans la démonologie, hein, même si ça ressemble. Donc, les démons, pour rappel, sous Linux, ce sont quoi? Ce ne sont pas des suppôts de Satan, ce sont des services qui vont quoi? Qui vont servir, vont rendre service à l'utilisateur. Qui dit service dit daemon sous Linux. Qui dit service dit tâche en résident, qui se tourne en mémoire, qui tourne en tâche de fond, donc dans le background, et qui vont rendre pas mal de services. Là, je suis connecté à TryHackMe via OpenSSH, OpenVPN, excusez-moi, je fatigue, et bah, j'ai le service qui tourne. Petit rappel, on va revenir dessus quand même. Comment lister ces services? Eh ben, il y a deux choses. Moi, je veux regarder d'abord sudo élévation de privilèges. Ensuite, on veut quoi? Putain, je suis fatigué aujourd'hui. On veut quoi? On veut le nom du service. Donc moi, c'est OpenVPN, ok? Et je veux son statut. Je vais faire status. Là, il nous dit qu'il est mort. Tiens, c'est plutôt étonnant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux le démarrer, par le stopper, stop, le redémarrer, restart. Et si je veux voir tous mes services, je vais faire sudo service, un tiré, deux tirés, pardon, status, tiré, all. Et là, tous mes services qui ne tournent pas, c'est un moins. Tous mes services qui tournent sur la machine, c'est un plus. Et qu'est-ce qu'on a? Je remonte tout en haut. On a notre fameux service cron. Il est là. Il est actif. Qu'est-ce que fait cron? C'est le service, le daemon, qui gère les cron tables sous Linux. Donc le contenu cron, grosso modo, on a vu que c'est des tâches planifiées et on peut avoir plus d'informations. Mais le gars, il était à l'ouest en fait. Il nous a pas mis les liens. Donc j'irai vous donner les ressources, vu qu'apparemment je regarde même sur la page non traduite, en fait, il a oublié ses liens hypertextes, le mec, il était un petit peu fatigué, comme moi aujourd'hui. Bref, je vous mettrai toutes les ressources en description de la vidéo, comme d'habitude, et on va continuer. Donc, il y a beaucoup d'informations, on voit beaucoup de tâches dans les cron tables, surtout sur une machine de production, si vous attaquez une machine en entreprise. Sur votre Linux, ça sera beaucoup moins conséquent. Pardon. Donc, on va attaquer la machine, on a son adresse IP, on va se connecter en SSH et on va voir comment on peut déjà énumérer les informations. Deux ou trois fois. Donc, on est sur la machine et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il y a deux possibilités. On va faire un if config, on doit être sur le même réseau en théorie. Là, on est sur le 10.10.209. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir directement taper sur... on va essayer de faire la technique vget et récupérer le fichier, comme on a vu précédemment. Donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais héberger mon serveur Python, quand même, sinon je ne pourrais pas le télécharger. Donc sudo Python 3, donc il y a pas mal de syntaxes. Retenez une syntaxe, il y en a plusieurs. Celle-là, elle marche. Et ça ouvre par défaut sur le port 8000. Si vous utilisez Python 1, tiens, le fameux 3 qui bug, comme je vous disais, maintenant vous savez. Donc, on a ça, et maintenant on va récupérer, eh ben, via un vget, le fameux fichier. Sauf que le fichier, je l'ai pas là, donc il faut que je fasse un nouveau truc. Je l'ai fait dans quoi? Si je l'ai fait dans Enium, j'ai rien dit. Donc je fais un peu le tri, grosso modo il nous reste 60%, on va continuer et là on est dans la partie, donc on va récupérer notre script, on va modifier les droits et on va l'exécuter, on va voir la puissance de notre ami. Donc on est là-dessus, vget, http sur le port 8000 et mon adresse IP. Donc 10, 11, 26, 90, port 8000, et on récupère le nom du script qui s'appelle lin
enum comme énumération, point sh. Si je dis pas de bêtises. Ouais, bah oui. Ça, il comprend pas, et c'est normal. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? File not found. Donc je fais une boulette. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? ls. Ok. Je vais le renommer parce que c'est un menu. Je vais l'appeler line E, comme ça. Je serai plus à l'aise. Et tu vas l'appeler line E.sh. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bah, on lui donne les droits. Sudo. Je sais pas si je peux. On va voir. Chmod plus X sur line sh. D'accord. Chmod plus X line sh. Ok. Et on l'exécute naturellement. C'est parti. Donc un peu comme l'InPiece, il vient en complément. L'InPiece est beaucoup plus complet, mais moi, après vous faites comme vous voulez. Je commence toujours par l'InEnum et après j'utilise l'InPiece en fait. C'est complémentaire. Sachant que généralement l'InEnum met moins de temps à tourner, quoi. L'InPiece, vous pouvez mettre entre 5 et 25 minutes. Ça dépend de la taille du système d'information que vous cherchez à énumérer. Donc, on repart duo, 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 duo. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On voit qu'on a un paquet d'informations. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai même pas tout. Donc, il faudra que, soit. Ce qu'on va faire, ouais. Le meilleur exemple. Vous voyez que là, je peux pas remonter parce qu'il y a trop d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tu me mets tout ça dans enum.txt. Pardon. Donc là, il recommence, sauf qu'il va tout m'enregistrer dans un fichier TXT. Ok. Est-ce que je peux revenir là? Non, c'est pareil, je suis bloqué, il y a trop de lignes. Donc ça, il faudrait que je modifie mon terminal, mais on peut faire un nano. Euh, TXT. Donc, comment ça commence? Donc on a les informations sur le noyau déjà. On a toutes les données sur le noyau, la distribution, différentes versions du système d'exploitation. On sait que la machine, elle appartient à Polo, elle s'appelle la Polo Box. On a le groupe ID de Polo, on a les utilisateurs qui sont connectés, utilisateur 3, il y a un autre utilisateur, utilisateur 8. Ok. On a les différents groupes, les UID, les GUID, ça c'est super intéressant. Les services qui tournent, notre ETC passe VD qu'on a vu. On a quoi? On a toutes les permissions et on a les super accounts, on a bien un compte route, ce qui est un petit peu normal, sinon on peut pas administrer la machine. Et les derniers comptes qui ont utilisé sudo. Et là on voit qu'on a un compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grosso modo. On a quoi? On a les permissions sur le home, on a les variables d'environnement, on a tout ce qui est chemin qui peut être utile, différents chemins, différents shells. Donc on a du bash, du rbash, du dash et du sh. Donc il y a 4 shells différents sur le système. On a les umask, ça on verra. On a le login dev, on sait combien de temps, ça c'est la politique de séquestre
des mots de passe. On sait que bah, le mot de passe maximum, il tiendra 99 999 jours. Que pass minimum days, bah oui, il faut que le mot de passe, en fait, bah là, il est à zéro, donc on s'en fout. Et au bout de 7 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être une notification comme quoi il faut le changer. Donc là, tous nos services qui tournent, et j'en passe et des meilleurs, les cron tables, les fameuses cron tables, et on verra un petit peu comment lire les cron tables, mais ça commence en fait toujours par la minute, l'heure. Alors, dom, mon, do, je vous expliquerai plus tard, c'est un peu technique. Enfin, faut comprendre le concept. L'utilisateur, là on voit que c'est root qui a créé une, deux, trois, quatre, cinq tâches planifiées avec les différentes commandes, ce que ça fait. Là, visiblement, on voit qu'on a un script qui s'appelle autoscript.sh qui se lance toutes les 5 minutes. 5 minutes en haut. 5 minutes. Ça, toutes les 17 minutes, toutes les 25 minutes, toutes les 47 minutes, toutes les 52 minutes et toutes les 6 heures. Donc toutes les 6h52 minutes, celui-là se lance, toutes les 6h47 minutes, celui-là se lance, toutes les 6h25 minutes, celui-là se lance, là, toutes les heures, toutes les 17 minutes, donc là, je sais pas quelle heure il est chez vous. Chez moi, on va dire qu'il est 11h36. Eh ben, à midi 17, il va se lancer. À 1h, à 13h17, il va se lancer. À 14h17, il va se lancer. Ok? Lui, ça sera toutes les 5 minutes. Et vous avez toutes les commandes. Là, il y a un pipe sur la commande. Et on voit exactement tout ce qu'il fait. Et on voit qu'on a des cron jobs qui s'appellent daily, donc tous les jours, quotidiens. On en a qui s'appellent weekly, donc hebdomadaire. Et il y en a qui sont monthly, mensuels. Ok? Donc, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Qu'est-ce qu'on a? On a les timers. Ça peut être intéressant. Savoir quelle est la configuration du serveur temps sur la machine nous permet d'extrapoler les informations et de savoir si on attaque un serveur qui est aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Russie ou à l'heure de Paris. Donc là, si on parle d'EST, n'hésitez pas à faire de l'OSINT. Qu'est-ce que l'EST? C'est le Eastern Standard Time. Donc grosso modo, là, il est 5h37 normal sur l'heure de l'Est. Donc ça permet de comparer. Et là, visiblement, je suis sur une machine qui est assez loin de chez nous. Donc ça vous permet de savoir, sans faire un traceroute, sans faire un ping, où est la machine en fait, hein. Parce qu'avec le temps, on a tous des fuseaux horaires sur la Terre et les serveurs, eh ben, respectent cette règle. Ils sont calés sur les fuseaux horaires, sur le serveur temps, sur l'heure atomique. On utilise quoi? On utilise des NTP, des serveurs temps. Les serveurs temps synchronisent tous les serveurs, tous les ordinateurs, même votre ordinateur, votre smartphone, votre montre connectée, au serveur temps, à l'heure atomique, en fonction du fuseau horaire. Et Internet fonctionne. Pourquoi? Parce que tous les serveurs sont connectés à la même heure. Ils ont la même heure. Sinon, eh ben, ça peut engendrer un problème au niveau de la synchronicité, la synchronisation des communications et des transactions. Pour pouvoir garantir une transaction sur Internet, il faut que l'heure soit précise. Changer, modifier l'heure temps sur votre machine. Allez dans Windows, modifiez votre horloge, mettez une mauvaise date, repassez en l'an 2000, essayez de vous connecter à Google et vous allez voir que votre navigateur vous dit quoi? Eh Coco, ton serveur il est pas à l'heure, on n'est pas en 2001, hein, on est en 2020. Je ne veux pas te connecter à Internet parce que rien ne me garantit que t'as un serveur légitime, un client légitime. Là, tu es en train de frauder au niveau du temps. Donc, il faut que toutes les machines soient synchronisées. C'est le principe de l'Internet. Ok? Donc, ça nous donne déjà des informations qu'on va pouvoir utiliser lors de notre attaque. Ça énumère le réseau. Vous voyez, ça fait un netstat. On a tous les services qui tournent. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Tous les processus qui tournent en mémoire, et j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, c'est très très long. Allez voir par vous-même les fichiers de configuration, les fameux conf. S'il y a des logs, vous les trouvez. S'il y a du PHP, vous les trouvez. S'il y a du conf, du ini, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il nous demande quel est le hostname. On l'a vu tout à l'heure, la machine elle s'appelle Polobox, je crois. Ouais.
Regardez la sortie d'ETC PassVD. Combien il y a d'utilisateurs? Donc avec X, X ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mot de passe haché, crypté dans Shadow. Il y en a combien? Bon, on va aller regarder. Bah, si je pourrais remonter un défilement. On n'aura pas. Donc je vais retourner sur mon anneau. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? C'était où? Voilà, je crois que c'est là, si je vous dis pas de bêtises. Donc on a quoi? On a un X là, donc ça en fait deux. Ah ouais, mais il parle des utilisateurs normaux, je pense. Donc il y a 8 comptes, parce qu'ils comptent pas le route. J'avais mis 9. D'accord, ok. Et à la limite, on peut les voir là. Je suis un petit peu bête. Là, on a vu qu'on avait le 3 et le 8 qui est connecté. Nous, on s'est connecté en tant que 3. Et il y a le 8 aussi qui est connecté sur la machine. Apparemment, il y a un autre utilisateur qui utilise aussi la machine. On est plusieurs. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est là qu'on peut voir en fait les 8 utilisateurs. Si je ne dis pas de bêtises. Vote. Voilà. Je suis un peu bête. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Donc il y en a bien 8. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah là, c'est les comptes qui ont utilisé récemment sudo. Les comptes de service n'utilisent pas sudo, donc on sait que ceux qui utilisent sudo, ce sont forcément des utilisateurs. Ce ne sont pas des services, des comptes de service, ce ne sont pas des daemons. Quel est le nom du script qui s'envoie? Alors 4, pourquoi 4? Je vais quand même vous montrer parce que c'est facile pour moi, et ça l'est peut-être pas pour vous. On a vu la partie bash, voilà. Quelles sont les shells qui sont disponibles sur la machine? Les shells valides. On a bin sh, on a dash qui est une variation de sh, on a bash qu'on utilise nous sous Kali, sauf que moi j'utilise zsh, c'en est un autre, et on a rbash. Tout ça, ce sont des born shell. Again. Born again. Donc on en a quatre. Et le script, c'est un peu plus en bas. Le cron table, voilà ce qu'on a vu, et ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà. Là, le script, minutes 5. Minute 5. S'appelle autoscript.sh. Quel fichier critique a des permissions qui permettent à certains utilisateurs d'écrire à l'intérieur, enfin d'écrire dans le fichier. Quel file critique? Bah alors ça, on va descendre encore et on va voir tout ce qui est droit. Ça, c'est le réseau. Les services. Alors, donc là, ils nous listent les failles d'intérêt. En effet, on a NC, Netcat, donc les deux N4, deux versions. On a du wget, on a du Nmap, on peut compiler du C, on a du curl. Les différents compilers. ETC Shadow, Read Write. Ah, ETC PassVD. Yes! Donc en effet, en se baladant, on voit que c'est un des rares à avoir RW pour les autres. Donc le root, ETC passe W. Les autres ont droit que à read. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Les fichiers où on peut écrire, lire dans des données sensibles. Donc si on peut modifier le pass VD, on va peut-être pouvoir faire des trucs sympas. Donc on continue.
Et maintenant, on va voir la partie comment abuser des SUID. Donc, je vais retraduire. Donc, la première étape de l'exploitation de l'escalade de privilèges Linux consiste à rechercher les fichiers avec le bit SUID ou GUID. SUID User ID, GUID Group ID. Cela signifie que le ou les fichiers peuvent être exécutés avec les autorisations du ou des propriétaires du groupe de fichiers, soit du propriétaire, soit du groupe de fichiers. Dans ce cas, en tant que super utilisateur, on peut en tirer profit. Et nous pouvons tirer parti aussi pour obtenir un shell avec ces fameux privilèges. Qu'est-ce qu'un binaire SUID? Comme nous le savons tous, sous Linux, tout est fichier. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Y compris les répertoires et les périphériques qui ont des autorisations pour autoriser ou restreindre trois opérations. Lire, écrire, exécuter. Lire, read, exécuter, X, execute, W, écrire, write. Ainsi, lorsque vous définissez une autorisation pour un fichier, vous devez être conscient des utilisateurs Linux auxquels vous autorisez ou limitez les trois autorisations. Jetez un coup d'œil à la démonstration suivante de l'apparence des privilèges maximum. C'est RWX, RWX, RWX. Pourquoi? Eh ben parce que 421, 421, 421, donc 7, 7, 7, 7, 7, 7, eh ben le propriétaire peut lire, écrire, exécuter 4 plus 2 plus 1, 7 également. Le groupe de l'utilisateur, du propriétaire peut l'utiliser et au other 4 plus 2 plus 1 est égal à 7 encore, donc 7, 7, 7. Tout le monde peut écrire, exécuter et lire. Donc le nombre maximum de bits pouvant être utilisé pour définir l'autorisation pour chaque utilisateur est 7, qui est une combinaison d'opérations de lecture. Lecture c'est 4, écriture c'est 2, exécution c'est 1. 4 plus 2 plus 1 c'est 7. Il y a trois groupes, donc 7 plus 7 plus 7. Par exemple, si vous définissez les autorisations en utilisant chmod, qui permet de modifier les droits, soit là en système octal, eh ben avec le système octal, 7, 5, 5, ça fait quoi? Le propriétaire, il a quoi? On reprend les bases, hein, mais il faut vraiment que ça soit clair dans vos têtes. Ok? Le propriétaire, c'est les trois premiers. Les trois premiers, on a quoi? On a read, write, execute. Qu'est-ce qu'on a dit? Read, c'est 4. Donc 4. Et write, c'est écriture 2. Et execute, X, c'est 1. 4 plus 2 plus 1, c'est égal à 7. Ok? On passe aux deux autres. Pensez, hein, toujours groupe de 3. 3, 3 et 3. Donc là, on passe au deuxième groupe. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai R-X. Ça veut dire quoi? Qu'il a uniquement la lecture, il n'a pas l'écriture, et il a l'exécution. La lecture, c'est quoi? C'est 4. Il n'a pas l'écriture, donc c'est 0. Et il a l'exécution. C'est 1. 4 plus 1, c'est 5. Et là, c'est pareil. 4 plus 1, enfin 4 plus 0 plus 1. 4 plus 0 plus 1, c'est égal à 5. Ok? Donc ça, vraiment, 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 bossez, 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 bossez votre système octal. Apprenez à faire votre chmod soit avec les lettres, mais apprenez le système octal. Parce que ça va beaucoup plus vite avec l'expérience, naturellement. Mais lorsqu'une autorisation spéciale donc est donnée à chaque utilisateur, cela devient un SUID et un SJID. Pourquoi? Ben, je vous le montre. On se barre de là. Ok. Je fais un 4, ETC, passe VD. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a le UID. Et là, on a quoi? Le GID. User ID, Group ID. Quand je rajoute un SUID bit, ça devient un SUID, ça devient un SGID. Ok?
Lorsque le bit supplémentaire est de 4, il est réglé par le user, le owner, propriétaire. C'est tout le temps le propriétaire, le groupe du propriétaire et les autres, other. Ok. Donc ça devient un SUID, ce qu'on appelle un set user ID. Et lorsque le bit est 2, il est réglé sur le groupe. Il devient un SJID. Donc retenez. On va faire dans le terminal, ça sera plus simple. De l'UID, qui est le user ID, ça devient un SUID. Et le GUID, group user ID, eh ben, ça devient un SJUID. Vous avez juste à rajouter un S. Et c'est tout le temps UID, GUI. D. Autant pour moi. Enfin, je sais pas comment ils disent. Ils mettent le U ou pas? GUID, ouais. SUID, GUID. Donc, là, ce que je vous dis, tout le temps, tout ce qu'on voit, là, je sais que c'est l'UID. Ça, c'est le GUID. Et après, on verra en fonction des bits, des fameux S-bits. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va partir à la recherche de ces fameux SUID ou SJSKID. Ça dépend comment vous le prononcez. Donc, soit les set group ID, soit les set user ID. Par conséquent, les autorisations à rechercher lors de la recherche de SUID sont les suivantes. En sud, on va faire ça, RWS cette fois-ci, et en GUID, ça sera RWX, RWS. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on introduit une nouvelle lettre. Dans tous mes cours, je vous ai parlé de read, lire, R, write, écrire, X, exécuter. Maintenant, on apprend une nouvelle lettre, c'est le S. Et le S, soit il est placé dans le premier groupe, le propriétaire. Donc si c'est le propriétaire, c'est un SUID. Qu'est-ce que le SUID? C'est un set user ID. Et s'il est placé là, dans le deuxième groupe, c'est quoi? C'est le groupe du propriétaire. On a tout le temps le propriétaire, le owner, le groupe du propriétaire et tous les autres utilisateurs. Other, autres, au pluriel. Là, il est là, là, il est là. Faites bien le distinguo. OK? Donc la recherche des binaires SUID qui vont nous permettre de faire notre fameuse escalade de privilèges. Comment ça se passe? Ben, nous savons déjà qu'il existe des fichiers compatibles SUID sur le système grâce à l'analyse de notre script. Cependant, si nous voulons faire ça manuellement, il va nous falloir utiliser la fameuse commande find que je vous ai montré hier avec l'argument perm qui permet de rechercher les fichiers avec des autorisations spécifiques. Ensuite, on va utiliser d'autres arguments. On va prendre cette commande et on va la décomposer pour rechercher. Donc cette commande permet de rechercher les fichiers SUID, GUID dans le système de fichiers. Le file system. Qu'est-ce que le file system? C'est toutes les arborescences, les fichiers qui sont présents sous Linux. Et sous Linux, tout est fichier. Donc ça s'appelle un système de fichiers. Et un système de fichiers en anglais, ça s'appelle un file system. Ok, c'est clair dans vos têtes? Donc find. Find, je fais quoi? Je lance la commande find. Chercher. Ce qui est un peu logique. Ensuite, la racine. Cherche à la racine. Je recherche sur l'ensemble du file system, du système de fichiers. Ensuite, je mets quoi? Je mets l'argument perm. Perm, je vais rechercher les fichiers avec des autorisations spécifiques. Et le fameux "-u" est égal à S. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, je veux que tous les modes de bits d'autorisation soient définis pour le fichier. Les modes symboliques sont aussi acceptés sous cette forme. Ensuite, je fais quoi? Un type F, parce que je recherche uniquement les fichiers. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bah, type, ça veut dire type. Et F, ça veut dire quoi? Ça veut dire file. File, ce sont des fichiers. Ce ne sont pas des dossiers. OK? Et le 2, dev nul, eh ben maintenant vous devriez le savoir. 2, c'est notre file descriptor. Pourquoi? 0, 1, 2. 0, c'est l'entrée, standard in. 0, ouais, c'est standard in. 1, pardon. 0, c'est standard in. 1, c'est standard out, et 2, c'est standard error sur dev nul. Donc ça supprime toutes les erreurs, parce qu'on n'a pas envie que ça vienne polluer notre écran. On veut que ça soit le plus concis possible pour qu'on puisse analyser le plus simplement, le plus succinctement les informations
via cette opération. Donc, on va faire ça. Euh, quoi? Fine. À la racine, on est d'accord. Je fais mon perm. Ensuite, je lui dis quoi? Ben, je veux le fameux U égale à S. Pardon, tiret U est égal à S. Ok. Ensuite, on fait notre type. On veut quoi? On veut des fichiers. Donc, type F. Et on veut annuler les erreurs. Donc, de redirection vers dev nul. Dev nul, en quoi? Eh ben, ça dégage, en fait, de la console. Dev, c'est le bash, et nul, c'est zéro. Nul, c'est égal à nul. Donc, on annule, on n'affiche pas en sortie les erreurs. C'est parti. Donc, ils nous disent quel est le fichier qui se démarque là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ok. Hmm, quel est le chemin du fichier dans le répertoire de user3 qui se démarque? Bah, user3, visiblement, avec ses permissions, on voit qu'on a que celui-là, hein, en toute logique. Donc dans son home, il y a un truc qui s'appelle shell. Enfin, un dossier une sous-arborescence shell. Nous savons que shell est un fichier bit SUID. Donc l'exécuter exécutera le script en tant qu'utilisateur root. Et là, on va voir comment exploiter, et ben, faire notre escalade de privilèges via ça. Là, je suis dans quoi? Je suis dans, pardon, VWD. Je suis dans Home User, je vais aller dans Shell. ls-1, qu'est-ce que je fais? On a Shell, ouais, et c'est un fichier, pardon. Donc je peux l'exécuter. Ok, et je suis passé route. Je suis quoi là? Bah c'est écrit, je suis route. Voilà. Pourquoi? Parce que, parce que, parce que RWS, R-X, R-X. Je reprends. Ça, c'est notre honneur. Le honneur, c'est quoi? C'est route. Donc on est devenu route. Pourquoi? Parce que other, le dernier, on a quoi? Eh ben, on a 4, 0, 1. Ok? 5. Là, on a quoi? On a 5 aussi. Ok? Et là, on a quoi? Eh ben, on a euh, un SUID bit. Pourquoi? Parce que c'est pas RWX, c'est RWS. Je reviens. Comment je sais ça? Parce que là, on a vu que RWS, RWX, RWX, peu importe que là, ça soit modifié, le SUID, il est toujours sur le premier. Le GUID, il est tout le temps sur le second. Le troisième, on s'en intéresse jamais. Là, ça commence par RWS. J'ai rien inventé. RWS. Et il est route. Et là, on l'exécute, on passe route. Vous avez compris comment on escalade? Ça, c'est une faille dans le système. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ça vous servira tout le temps, 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 tout le temps. Maintenant, on va utiliser une autre faille. On a vu via notre script qu'on pouvait écrire, qu'une personne lambda pouvait écrire dans le fichier passvd. Ça, c'est très très mauvais. C'est pas bon du tout. Donc, en poursuivant l'énumération des utilisateurs, nous avons constaté que l'utilisateur 7 est membre du groupe Racine avec un JIT 0. Où je vois ça, si je remonte, faudrait que je refasse mon anneau. Voilà, là on le voit. Comparez tous les autres. Regardez. User ID, en bas, je vous ai dit les 1000, c'est en bas de la pyramide. User 2, 1001, 1001, ok. User 3, 1002, 1002, ok. User 4, UID,
1003, G8D, 1003, pareil. Et là, le 7, tout d'un coup, le 8, c'est 1007, 1007. Et lui, c'est quoi? C'est 1006? Zéro. Ça, tout de suite, dans votre tête, zéro, je vous ai dit que c'est quoi? C'est le dieu dans la machine. Qui est zéro dans un système Linux? Bah, c'est le root. 8D 0, G8D 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh ben, le user set fait partie du groupe admin. Ok? Parce que ça, c'est le groupe. Ça, c'est le propriétaire. Donc 0. Si je vois un 0 tout en bas, pareil, c'est que l'utilisateur 7 fait partie du groupe admin, tout simplement. Donc nous savons déjà grâce à l'analyse de l'inum que le fichier etc passvd est accessible en écriture, on l'a vu tout à l'heure, par l'utilisateur. Donc à partir de cette observation, nous pouvons conclure que l'utilisateur 7 peut éditer le fichier etc passvd. Vous voyez comment on a corrélé les informations via notre foothold, via notre empreinte, vers notre reconnaissance, notre énumération, et comment on devine des choses. À partir des informations qu'on a, on fait notre travail d'enquête et on arrive à rebondir. Là, on fait notre quoi? Ce que je vous ai montré tout au début. Qu'est-ce que je fais? On est en train de faire notre escalade de privilèges horizontale. Nous, on est utilisateur 3. Bah maintenant, on va essayer de choper utilisateur 7. Et utilisateur 7, il est là. Il va nous permettre quoi? Eh ben, de devenir route dans la machine. Donc, escalade, pivotage horizontal jusqu'à utilisateur 7 dans notre exemple, et escalade verticale pour passer admin. Donc, escalade de privilège verticale. Horizontale, escalade de privilège verticale. Pivotement vertical. Ok, tout le temps comme ça. Ça sera tout le temps comme ça. Vous ne commencez jamais par une escalade de privilège ou par un pivotement vertical. C'est très rare. Ça veut dire que la première machine que vous attaquez sur le réseau, elle aura déjà tous les droits qui vont vous permettre de faire une escalade de privilège. Donc, notre pivotement vertical. C'est très très rare. On commence tout le temps par l'horizontal et après on monte. Donc, continuons. Donc le fichier etc, ça stocke quoi? Ça stocke des informations essentielles, on vous l'a déjà dit, je vous le répète, qui sont requises lors de la connexion. Quand vous vous connectez au début, là, je peux verrouiller... Est-ce que je peux le verrouiller? Ouais, je peux le verrouiller. Allez, voilà, je vais vous montrer. Comment je le verrouille? Voilà, je verrouille. Là, qu'est-ce que ça fait? Ben là, je suis sur cet écran. Il me dit là, il y a Saltimbanque qui est connecté, change d'utilisateur, rentre ton mot de passe avec un autre utilisateur ou rentre le mot de passe de Saltin. Eh ben, on va rentrer le mot de passe de Saltin. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est allé chercher dans le fichier passvd. Il a vu qu'il y avait Saltimbanque qui était présent, qu'il y avait un petit X. Ça veut dire qu'il y a un hash chiffré de Saltimbanque. Il est allé ensuite récupérer le hash chiffré du mot de passe de Saltimbanque dans le fichier passvd, pas passvd, pardon, shadow, qu'on a vu la dernière fois, qui est le plus important sur une machine Linux. Donc, on va essayer de taper. Le but, c'est de taper dans Shadow après, hein. Donc voilà comment ça fonctionne. Et tout le temps, au quotidien, je vous ai dit Linux, vous pouvez utiliser il y a plusieurs utilisateurs en même temps qui peuvent être connectés à la machine. Ce n'est pas un problème. Ça a été prévu dès le départ pour que ça soit le cas. Il y a plusieurs terminaux, il y en a 10, et bah, il y a énormément d'utilisateurs qui peuvent être connectés en même temps et travailler sur la même machine. Donc, on va essayer d'utiliser ça. Et comme je vous ai dit, l'ETC passvd, c'est un fichier texte brut. Il contient une liste des comptes du système donnant pour chaque compte des informations utiles telles que l'ID utilisateur, le UID, l'ID du groupe, le GID, le répertoire personnel, le shell, etc., etc. Le fichier ETC passvd doit avoir une autorisation de lecture générale, car de nombreux utilisateurs de commandes l'utilisent pour mapper les ID utilisateurs au nom d'utilisateur, ce qui est logique. Cependant, l'accès en écriture à ETC passvd ne doit être limité que pour le compte super utilisateur root. S'il y en a un autre, eh ben, ça peut être une faille. Quand c'est pas le cas, ou un utilisateur a été ajouté par erreur à un groupe autorisé en lecture, nous avons une vulnérabilité qui peut permettre la création d'un utilisateur root auquel nous pouvons accéder.
Le fichier etc password contient une entrée par ligne pour chaque utilisateur, compte utilisateur du système. Tous les champs sont séparés par 2 points, comme on l'a vu, et un symbole. Total des 7 champs qui suivent. En général, l'entrée du fichier etc password ressemble à ceci. Test, il a un X. X, ça veut dire qu'il a un hash chiffré de son mot de passe qui est contenu pas dans passvd mais dans etc shadow. 00, il est admin. Il est même root, parce que c'est 0,0. Racine, la racine, le root, c'est dans son arborescence, et l'arborescence, c'est son home test, peut-être. Et là-dedans, il y a le bin bash. Ok. Donc le nom de l'utilisateur, qui est utilisé lorsque l'utilisateur se connecte, il comporte entre 1 et 32 caractères. Le mot de passe, un caractère X, comme je vous l'ai dit, indique que le mot de passe chiffré est stocké dans le fichier etc shadow. Veuillez noter que nous devons utiliser la commande passvd pour calculer le hashage d'un mot de passe qui est saisi en ligne de commande, ou pour stocker, mettre à jour le hashage du mot de passe dans etc shadowfile. Dans ce cas, le hashage du mot de passe est stocké en tant que X. On ne le laisse pas en clair. C'est chiffré. L'ID utilisateur, le UID, chaque utilisateur se voit attribuer un ID utilisateur qu'on appelle un UID. 0, c'est réservé aux routes, et l'UID de 1,99 sont réservés aux autres comptes prédéfinis. Et les UID de 100 à 999 sont réservés par le système pour les comptes et les groupes administrateurs système. Et les ID de groupe, les GID, c'est le groupe principal qui est stocké dans le fichier etc group. Ça aussi à retenir. Donc grosso modo, on a quoi? On a 1000 utilisateurs qui peuvent se connecter à une machine Linux. Le 0, c'est le root, et le 999e sera le dernier utilisateur. 0, 999, ça fait 1000. Parce qu'on compte tout le temps à partir de 0, pas à partir de 1. Donc, le user ID info, je vous ai dit, là on peut mettre, c'est très utilisé en entreprise, on va mettre le numéro de téléphone du gars, son fax, la place de son bureau, dans quelle aile du bâtiment il bosse, quel est le nom de l'utilisateur, son nom complet, et j'en passe, et des meilleurs. Ensuite, on a son répertoire de base, comme on a vu, c'est le chemin absolu vers le répertoire dans lequel l'utilisateur se trouvera lorsqu'il se connectera. Moi, quand je me connecte, je me retrouve où? Je me retrouve dans ma vaguelette. Ma vaguelette, c'est quoi? C'est mon home saltimbanque. Ok? Euh, Si le répertoire n'existe pas, le répertoire devient alors la racine. Ok? Dans ce cas-là, on sera à la racine. La racine. Ok? Donc, si je fais C des racines, là, je suis à la racine. Ok? Je suis plus dans mon home. Et si je fais étoile, enfin, vaguelette, tile, pardon. Voilà. Et il vous le dit, home user 3, eh bien, une arborescence, une directory. Pourquoi? Parce que je suis dans une directory. Et user 3, dès qu'il se connecte, il arrive où? Dans home user 3. Comme moi, c'est home saltimbanque. Donc ça, pareil, 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 il faut que ça soit bien clair dans vos têtes. Sinon, vous pourrez jamais utiliser un Linux. Vous serez bloqué, en fait. Et ensuite, donc le shell, c'est le chemin absolu d'une commande. Le shell, on l'appelle le bin bash, c'est le chemin classique. En règle générale, il s'agit d'un shell. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un shell. Ça peut être aussi un chemin absolu d'une autre commande. Donc on va voir comment exploiter le fichier etc qui est accessible en écriture, on a vu pour l'utilisateur 7. Et là, on va voir, c'est vraiment simple. On a un fichier inscriptible. Nous pouvons écrire une nouvelle entrée de ligne selon la formule ci-dessous et créer un nouvel utilisateur. Nous ajoutons le hachage du mot de passe de notre choix et nous définissons le ID, le GID, le shell sur route. Et ça nous permet de nous connecter en tant que notre propre utilisateur root.